Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 16 novembre 2021, au sommaire ce soir. Comme chaque hiver, les agents départementaux de Haute-Savoie sont sur le pont pour garantir la sécurité des quelques 3000 km qui constituent le réseau routier du département. C'est ce qu'on appelle la viabilité hivernale et chaque année, 140 millions d'euros y sont consacrés. Reportage complet dans ce journal. Et puis direction Chambéry pour notre série de la rédaction. Cette semaine, Luc Haruche s'intéresse à des bars et à des cafés insolites. Et pour ce premier épisode, focus sur la Citadelle, un bar à jeux unique en son genre. Toutes les boissons proposées sont sans alcool. Mais avant de développer ces titres, retour sur la fermeture annoncée du site Ferropem de Château-Feuillet, situé à la Léchère en Savoie. L'arrêt de l'activité de cette usine spécialisée dans la production de silicium va engendrer la suppression de 226 postes. Nous avons pu joindre ce mardi par liaison vidéo Vincent Roland, le député de la 2e circonscription de Savoie. Je vous propose d'écouter sa réaction après cette annonce. Déception et grosse colère. Déception parce que nous discutions depuis de longs mois avec les organisations de salariés, avec le gouvernement, avec Ferroglobe, et nous pensions, compte tenu du redressement des cours du silicium, compte tenu des lois anti-dumping qu'il y a eu au niveau européen sur le ferrosilicium, des prix aussi de ces matières qui ont beaucoup évolué à la hausse, que le site de Château-Feuillet pouvait être réouvert, et il n'en est rien. Et en même temps, nous pensions, à défaut de le réouvrir, que Ferroglobe nous proposerait un repreneur, et nous avons la colère de constater que ce n'est pas le cas. C'est un dossier que l'on suit depuis longtemps. J'alerte avec Hervé Guémard, Fabrice Pankouk, Martine Berthet, régulièrement le gouvernement sur cette question, lequel a une attention particulière. Nous demandons aujourd'hui, dans l'accompagnement que le gouvernement pourrait faire de Ferropem, de l'obliger à vendre le site de Château-Feuillet sur la commune de la Léchère. Il se trouve que des repreneurs existent. Il se trouve qu'il y a une main-d'œuvre particulièrement qualifiée, qu'il y a aussi des infrastructures extrêmement puissantes, extrêmement performantes, et que nous n'envisageons pas un seul instant qu'il n'y ait pas un nouveau projet industriel sur le site. En tout cas, nous sommes très soudés, très aux côtés des salariés, des élus locaux pour trouver une solution, car je reste optimiste, il le faut. Solution, il doit y avoir. Il faut, comme on dit, larguer les amarres et trouver un autre actionnaire qui, lui, sera un vrai industriel, qui, lui, aura envie d'investir et de produire des emplois. Je vous le disais dans les titres, depuis ce 15 novembre, les agents du département ont lancé leur plan de viabilité hivernale en Haute-Savoie. Un travail toujours nécessaire pour garantir la sécurité des quelques 3000 km de routes départementales. Cet entretien du réseau routier nécessite un financement annuel de près de 140 millions d'euros. Et si cette année, les usagers des routes sont tenus de posséder des équipements spéciaux pour circuler sur nos routes de montagne, le travail de salage et de déneigement n'est toutefois pas près de s'arrêter. Plus de précision avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Si la neige n'est pas encore tout à fait arrivée dans nos départements, les équipes d'entretien du réseau routier se tiennent prêtes à intervenir. En Haute-Savoie, ils sont quelques 450 agents à s'occuper de la viabilité hivernale du réseau routier. Un labeur indispensable et qui reste aujourd'hui nécessaire, même avec la récente obligation de rouler avec des équipements adaptés sur le territoire. On était un des derniers pays en Europe à ne pas avoir exigé des équipements dans les voitures. Quand on habite en Haute-Savoie, je pense qu'on peut s'équiper. Et puis quand on vient à la neige, quand on vient en station de ski, pour éviter les images catastrophiques des bouchons et des heures coincées dans les bouchons, eh bien l'idée c'est que chacun ait au moins dans le coffre une paire de chaînes ou une paire de chaussettes. Donc nous sommes prêts et nous attendons la neige et elle va arriver. En attendant l'heure blanc, les équipes sont donc sur le qui-vive, conjuguant les évolutions de la législation avec les nouvelles démarches visant, année après année, à utiliser la juste quantité de sel et l'ambition de gérer au mieux les emplois du temps de chacun. Là, en fait, on est sur un effectif global de à peu près 15 agents qui travaillent que sur le CERD de tonnes. Donc, c'est un
un effectif assez moyen plus, quoi. C'est un beau centre. Notre travail va évoluer par rapport aux enjeux qu'on a et justement ces enjeux sont accompagnés aussi par les enjeux financiers, pas de restrictions à proprement dit, mais à une attention plus particulière justement à nos consommations de sel, nos consommations d'heures supplémentaires, etc. Donc forcément, les choses vont évoluer un peu. Oui. Un travail de l'ombre qui débutera donc avec les premières vraies chutes de neige. Un signal à partir duquel quelques minutes seulement seront nécessaires aux agents pour intervenir sur les quelques 3000 km de route du département. En politique, les candidats à l'investiture de la droite pour les élections présidentielles de l'année prochaine se succèdent en Haute-Savoie. Après Michel Barnier et Valérie Pécresse, Xavier Bertrand a tenu une réunion publique ce lundi soir à Annecy devant près de 200 personnes. L'occasion de rappeler à son auditoire qu'il n'avait qu'un seul objectif, battre Emmanuel Macron en avril 2022. Pour rappel, le vote des adhérents du Parti Les Républicains aura lieu le 4 décembre. On écoute Xavier Bertrand, il répond aux questions de Lucas Ruche. Je fais campagne partout. Ce soir, il y avait plus de 200 personnes qui étaient là, avec certains de mes soutiens. Et puis c'est intéressant de savoir si les adhérents qui sont venus ce soir étaient convaincus ou pas par mon projet. Vous savez, je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. J'ai qu'un adversaire, c'est M. Macron. Il a fait beaucoup de mal à notre pays. C'est l'un des quinquennats les plus difficiles pour les Français qu'on ait connus. On met même la crise sanitaire de côté. Et donc, moi, je veux qu'on tourne la page. Je suis comme beaucoup de Français. Vous savez, M. Macron, son problème, c'est qu'il ne comprend pas les Français. Comprend pas les Français. Son quinquennat, il s'est arrêté en décembre 2018 avec la crise des Gilets jaunes. Et depuis, il ne s'occupe pas des problèmes de sécurité, il ne s'occupe pas des problèmes d'immigration. La question du pouvoir d'achat des Français, c'est seulement maintenant, à 5 mois des élections, qu'il va nous faire croire qu'il a compris quelque chose. Il met en place une indemnité carburant pour des gens qui ont des voitures et des gens qui n'ont pas de voiture. On voit bien. Il fait campagne avec le chéquier de la France, mais c'est tout, c'est tout. Il est obsédé par sa réélection, il ne s'occupe plus des Français. On va parler montagne au féminin à présent avec mon invité du soir, Tessa Imbert. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une des bénévoles du festival Femmes en montagne qui aura donc lieu du 18 au 21 novembre prochain. Pour commencer, parlez-nous un petit peu de ce festival. Comment est-ce qu'il est né? D'où est-ce qu'il vient? Tout à fait. Alors le festival, il a été créé par l'association On n'est pas décollant. Le but, ça a été de montrer des profils de femmes inspirantes à travers des courts, moyens ou longs métrages, et qui soient amateurs ou encore professionnels. Et encore, l'idée, ça a été de communiquer et de promouvoir la pratique féminine en montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas assez reconnu. Les pratiques en montagne, les pratiques féminines en montagne ne sont pas assez reconnues aujourd'hui, vous avez le sentiment? Exactement, c'est ce qu'on essaye un petit peu de démontrer. Donc on a pu voir qu'on a eu plus d'une centaine de courts-métrages qui ont été envoyés. Donc on en a retenu 24 dans la sélection. Donc on a pu voir que justement les films de femmes, ça existait et qui sont sous-représentés encore dans les festivals. Et donc ça a été le but un peu de mettre ça en avant actuellement. Comment qualifier l'état d'esprit de ce festival? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Déjà, c'est un moment de partage. On a très envie de retrouver le public, d'avoir un temps d'échange aussi, parce que sur toutes les séances, toutes les projections, on va avoir des intervenants qui seront là le soir. Et puis, ça a été créé par une association. On est une dizaine de bénévoles qui sont très motivés, très impliqués au quotidien pour réaliser ce festival, et on a hâte de le partager en tout cas. Alors, vous l'avez évoqué, il y a donc 2 catégories pour le festival, une qui est ouverte à tout le monde avec des formats plus longs et une autre pour les non-professionnels avec des formats courts. Là aussi, on sent votre volonté d'ouvrir le champ des possibles pour que ce soit le plus accessible au plus de monde. Oui, voilà, le but un peu, c'est de libérer la parole, que tout le monde se sente investi dans le festival, et notamment on aura une remise de prix le dimanche soir, donc sur la dernière séance, avec un jury, et à ce moment-là, on aura le prix du meilleur court-métrage, le prix du long-métrage et le prix de public. Alors, donc il y aura un jury. Sans trahir le secret, qui est-ce qui va composer un petit peu ce jury? Je crois que ce sont des professionnels. Voilà, on a des professionnels photographes, on a des professionnels aussi des athlètes de montagne et des professionnels de la communication autour de la montagne. 24 films au total qui ont été retenus, vous l'avez évoqué, 104 qui ont candidaté. Vous attendiez un tel succès au final? Non, on ne s'attendait pas à ça. Alors c'est sûr, c'est une très bonne surprise et une très bonne nouvelle. Et puis on remercie tout le monde en tout cas pour les candidatures envoyées. Alors l'édition 2021, ça sera donc la deuxième de ce festival.
Pas d'édition en 2020, Covid oblige. Qu'est-ce qui a changé depuis 2019? Qu'est-ce qui va changer justement entre cette première et cette deuxième édition? Alors, c'est une réponse auquel je ne peux pas vous répondre parce que je suis une nouvelle bénévole. Moi, je suis arrivée depuis cette année. Déjà, comment est-ce que ça va se passer très concrètement? Il y a plusieurs projections qui sont au programme. Comment est-ce que ça va se passer? Qui peut venir voir des films? C'est ouvert à tout le monde, j'imagine? Alors, exactement. On est un festival qui se veut justement accessible à tout le monde. Donc, les séances, elles seront entre 5 et 7 euros. Ça va se passer dans les différents cinémas sur Annecy et sur Talloires. Ça va se passer sur 4 jours, donc il y aura 5 séances parce que le dimanche, il y aura 2 séances. Et durant ces séances, on va diffuser plusieurs courts-métrages et longs-métrages pour varier un petit peu les formats. Et à la fin, donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y aura des intervenants et des temps d'échange avec le public. Est-ce qu'il reste encore des places? Il reste des places. Pour l'instant, le jeudi soir et vendredi soir, on est complet. Mais le jour même, on va remettre des places à disposition. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Et il nous reste encore des places pour le samedi, le dimanche après-midi, le dimanche soir. Et le dimanche soir, en plus, on aura la remise des prix avec le jury qui sera présent. Et ça va être une belle soirée. J'imagine que le fait de voir qu'il y a déjà 2 soirées de complet, c'est une très bonne nouvelle pour vous de se dire, voilà, ça fait bouger les choses. Exactement, ça fait vraiment chaud au cœur. Et en plus de ça, donc on veut axer cette année, on a mis en place ce qui va changer. Ce sera le pass digital. Donc les séances seront accessibles pendant 1 mois. On peut télécharger un forfait en fait. Donc soit une seule séance, soit toutes les séances. Et pendant 1 mois, on les aura à disponibilité. Vous m'avez dit, quand on a préparé cette interview, je crois savoir que vous avez vous-même réalisé un petit court-métrage. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, votre expérience justement sur cette expérience. Oui, tout à fait. Alors du coup, ça répond un petit peu justement au profil du festival. C'est qu'un jour, j'ai vu une pub pour ce festival que je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, tiens, ça correspond un petit peu à un message que je voudrais faire passer sur un court-métrage. J'ai vu que c'était accessible aux amateurs. Et du coup, avec une amie, Alizée Lançon, on a décidé de créer un court-métrage exprès pour le festival qui sera diffusé là-bas parce qu'il a été sélectionné du coup. Et par la suite, j'ai vu qu'elle cherchait des bénévoles, donc j'ai décidé de m'inscrire un petit peu dans cette équipe. Votre court-métrage, il parle de quoi en quelques mots? Le court-métrage, alors il s'appelle À Petit Feu, il sera disponible le dimanche après-midi et il traite justement des stéréotypes de genre dans le monde de la montagne. Et il dénonce un petit peu et il appelle à la bienveillance entre tous. Eh bien, on ira le voir. Merci beaucoup Tessa Imbert. Je rappelle les dates du festival Femmes en Montagne, 2e édition, du 18 au 21 novembre, donc sur Annecy et sur Talloires. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Place à notre série de la semaine et cette semaine, nous vous proposons de vous faire découvrir des bars et des cafés insolites. Pour ce premier épisode, direction le centre-ville de Chambéry où le bar à jeux La Citadelle propose un concept unique en son genre, des boissons exclusivement sans alcool, que ce soit du cocktail ou spiritueux. C'est un reportage signé Lucas Ruche. Ce bar chambérien est bien particulier. Il propose des vins, cocktails et spiritueux exclusivement sans alcool. Là, on a concombre qui marche bien avec du gin ou du gin sans alcool. L'établissement a vu le jour il y a 6 mois grâce à Alexandre, persuadé que son idée gagnerait à être plus connue. Je viens de Nouvelle-Calédonie et le fléau numéro 1 de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'alcool. L'alcool, c'est le fléau de chaque problème, à peu près à 70-80%. Donc du coup, j'avais décidé de faire un bar sans alcool, parce qu'il n'y en avait pas sur Chambéry, du moins pas un vrai bar avec vin, spiritueux, etc., etc. Donc on s'est dit qu'on allait prendre ce challenge-là. C'était peut-être plus difficile, plus risqué, mais en soi, au fur et à mesure, les gens commencent à apprécier ce qu'on fait et découvrir qu'on n'a pas forcément que des jus ou que du coca. Avec plus d'une dizaine de créations originales, les boissons de ce bar ont pour but de faire évoluer les mentalités sur le sans-alcool. Ça se boit tout simplement en ouvrant la potion. Hop. En la versant dans le verre. Puis santé. Le Vlad 3 est l'un des cocktails phares de ce bar car son goût ne fait penser à aucun autre. C'est un genre de sprit, donc un cocktail italien, et qui du coup ramène surtout le côté agrume, qui marche très très bien. Et ce petit arrière-goût piquant qui peut faire penser à l'alcool, mais qui n'en est pas finalement. Donc on a ce côté boisson qui se vide pas d'un trait et qui se savoure sur la soirée. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient dans le Vlad 3. Maëla, Antoine et Claire sont partis sur un sirop de Morito et ils ne semblent pas être déçus de leur choix, qui en plus est une découverte. Déjà c'est très bon et puis l'alcool ne manque pas. Sincèrement ? Oui, c'est vrai, l'alcool ne manque pas. Voilà. Je suis entre amis, on discute et puis c'est exactement la même chose que
que dans un bar normal, je trouve. En tout cas, je pense que c'est important d'avoir aussi ce genre de produit. Ça permet, pour ceux qui conduisent après, de boire un truc sympa sans alcool. Donc oui, je pense que c'est à sa place et c'est tout aussi qualitatif, c'est super bon. Comptez 5 € pour un cocktail dans ce bar, le juste prix pour réussir à accueillir un public plus large. Un dernier mot de sport avant de refermer cette édition. Une bien mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de ski alpin. Adrien Théo, spécialiste des épreuves de vitesse, est grièvement blessé ce lundi à Copper Mountain aux États-Unis après une lourde chute à l'entraînement. Le descendeur âgé de 37 ans souffre de multiples fractures au coude gauche, au tibia droit ainsi qu'à la cheville droite. Après avoir été opéré cette nuit à Vail dans le Colorado, il sera rapatrié dès que possible en France. Sa saison est d'ores et déjà terminée alors que les 2 premières descentes auront lieu dans une dizaine de jours avec Louise au Canada pour la Coupe du Monde. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à Panorama. L'émission est consacrée cette semaine aux entreprises familiales. Au programme de ce mardi, la maison d'Olin, célèbre pour le fameux vermouth de Chambéry. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Mercredi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal.